Tous ces sons qui font votre métier, quel plaisir de les retrouver. C'est pourquoi AXA a créé Relance Pro, un programme pour que vous puissiez vous consacrer à l'essentiel, votre métier. Aujourd'hui, nous nous engageons à être 20% moins cher que votre contrat pro détenu à la concurrence. AXA, partenaire de votre relance. Rendez-vous en agence et sur pro.axa.fr. Offre valable pour une première souscription d'un contrat multirisque ou responsabilité civile pro jusqu'au 31 décembre 2020 sous réserve d'éligibilité. Et surtout, bonne écoute avec AXA. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets et où parfois on a des opinions extrêmement controversées. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour moi et on va voir si l'équipe des co-animateurs va être d'accord ou pas. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme Kainborg. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. J'aime bien, tu nous fais passer, tu sais, pour des gros rebelles avec des dramas, alors que non, c'est jamais arrivé. Hein. Très consensuel, hein, toujours. Mais vous allez voir, là, on va voir, ça va être intéressant. Corben, t'as mis ton perfecto. J'ai mis mon perfecto, j'ai mis du gel dans les cheveux, tu sais, en faux rock, avec une petite crête. Le voyou. Corben, toi aussi, t'es en mode voyou ? Ah ouais, je suis mauvais poil, donc je vais te déchirer si t'es pas de mon avis. Hein. Ça, c'est... Très bien, j'en attends pas moins. Et Cédric, de l'autre côté, comment ça va, Cédric ? Moi, je suis pas un rebelle, hein, tu sais. Donc voilà. Non, mais ça va. Écoute, ça va très bien. Très bien. Et moi, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode. On va parler de Google et de leur Pixel 5. On va également parler de 5G. C'est à propos de Google que je vais avoir des opinions controversées, vous allez voir. De 5G, on va aussi suivre un petit peu l'affaire Marvel Fitness, qui est assez importante pour le harcèlement sur Internet. Et on aura plein d'autres sujets, et notamment Amazon qui, envers et contre tout et tous, continue à vous espionner dans vos maisons de plus en plus avec votre consentement, donc au moins il y a ça. Avant de se lancer dans l'émission, je voudrais dire deux choses. D'abord, le revamp du Patreon est en ligne, il est disponible. Vous pouvez désormais vous abonner avec 3 petits niveaux super simples, Patriot One, Patriot Sublime et Patriot Ultra. Et il y a peut-être un niveau secret potentiellement qui ferait d'autres choses, mais vous allez voir, c'est très très simple et en plus vous pouvez payer en euros et le site est en français. Donc ça c'est magnifique, vous pouvez désormais faire tout ça, j'en parlais depuis un moment et c'est désormais possible en français, en euros. Si certains d'entre vous attendaient, c'est le moment, j'en redirai un mot dans un petit moment et je voudrais surtout remercier ceux qui contribuent, Ninja One, Loïc Cariou, Xavier Arlot, Xavier Benoît Foucret, Fabien Plateau, Hugues Christet, Martin Como, Éric Jondot et Cyril G et aussi Guillaume Boucherie. Et un merci très particulier aux producteurs de cet épisode qui sont Léthargique Panda, Alan Guéza et Eric. Merci à eux, ce sont les producteurs de l'émission. Il y en a quelques autres que je mentionnerai à d'autres moments. C'est quoi un producteur ? Désolé. Mais alors, les producteurs... Je suis patriote, donc j'aimerais comprendre. T'es très haute dans ton micro, t'as beaucoup crié là. Je comprends, le statut de producteur est quelque chose d'exceptionnel, mais je laisse un petit peu de mystère là-dedans. Un producteur, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement contributeur qu'on le mentionne régulièrement. C'est ça. C'est un producteur, quelqu'un qui a un statut particulier. Tu vas au-delà, tu deviens reproducteur. Et reproducteur avec Patrick, ça veut dire des choses. Hein. Et après, clone de Patrick, enfin bon, c'est... Donc, merci à vous tous. Un petit mot aussi pour dire que Fanny, qui travaille avec moi, justement, pour créer ces émissions, vous appelle les Fabulous, les trois. Alors, vous êtes les Fab 3 en fait, vous trois, et je pense que c'est tout à fait approprié, vous êtes assez fabulous. Ouais, non, mais quand on est 4, ça fait les Fab forts, et là c'est parfait, tu vois. Ouais, c'est parfait jusqu'à ce qu'il y ait Nyoko Uno qui arrive, donc faire attention. Hein. C'est vrai. Mais moi je suis un petit peu à part, c'est vous les Fabulous, hein. Moi je suis pas du tout Fabulous. Oh là là, ça c'est de la fausse modestie, Patrick. Écoute, j'ai pas le titre en tout cas, hein, c'est vous trois. Bon, écoutez, on va parler de tech quand même un petit peu aujourd'hui, et j'arrive à cette opinion que je disais un petit peu controversée.
Parce que je trouve que l'événement de Google qui a présenté, somme toute, des produits qui sont relativement intéressants, hein, un Pixel 5 qui est un téléphone qui quitte le haut de gamme des téléphones précédents, mais qui arrive dans le milieu de gamme avec des caractéristiques assez solides. Non, mais c'est inadmissible de dire ça. Ah merde, je suis trop tôt. Pardon. Non, trop tôt. Attends encore un peu. Ouais, pardon. Donc un bel écran 6 pouces, OLED, une puce 5G, 8 Go de RAM, un capteur d'empreinte à l'arrière, un prix qui est un prix de milieu de gamme. On a un Pixel 4a 5G qui est en fait une sorte de Pixel 5 un petit peu moins puissant, mais qui a aussi la 5G, donc pour quelques centaines de dollars de moins. On a aussi des nouvelles fonctionnalités qui sont assez intelligentes, comme le temps d'attente. Si vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de patienter pour qu'on vous reprenne et que vous êtes en attente sur le téléphone, vous activez le mode et il va vous dire quand vous êtes plus en attente, donc quand quelqu'un commence à vous parler pour que vous repreniez le téléphone, c'est assez malin. Il y a une Chromecast qui est une sorte d'Android TV qui s'appelle en fait Google TV, qui est une application qui réunit tous les services vidéo auxquels ils ont accès, qui est donc en fait une sorte de box TV, mais qui est beaucoup moins chère puisqu'elle est en dessous de 100 €. Elle a même une télécommande, ce qui n'était pas le cas des Chromecast avant. Il y a aussi un Google Nest Audio, donc une enceinte intelligente. Bref, tout ça, c'est pas si inintéressant que ça. Mais ce qui m'a marqué dans toutes ces histoires, c'était plutôt le fait que j'ai l'impression que je ne sais plus où va Google. Et ça ne veut pas dire que Google ne sait pas où ils vont, mais moi, j'étais un petit peu perdu et ça fait quelques mois que j'ai ce sentiment. Et ça a commencé peut-être même avant avec, j'ai l'impression, une concentration sur Android qui est moindre qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a plus des numéros de version qui sont avec des fonctionnalités vraiment intéressantes. On a des événements qui sont un petit peu, pas hyper hypés. Alors peut-être justement que c'est simplement que les OS sont matures et qu'ils n'ont pas besoin de tout le cirque marketing qu'on peut avoir dans ces événements et qu'ils sont tout simplement en train de bosser. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Et là, on a retrouvé dans cet événement quelque chose d'un petit peu mou, je trouve. Avec les téléphones, c'est à tel point, par exemple, que j'ai l'impression que le Pixel 5, ils n'avaient pas envie de le faire. D'ailleurs, ils en produisent à peine 800 000 unités, ce qui veut dire qu'ils risquent d'être en vente pendant quelques mois et puis de disparaître. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Il est moins puissant que ceux d'avant, alors c'est peut-être plus accessible, ok. Mais je crois que ça sera le dernier Pixel, potentiellement. Peut-être pas, hein, mais c'est l'énergie qu'il y avait dans ce truc-là. Il y a aussi la Chromecast, qui est pas compatible avec le service Google Stadia. La compatibilité arrivera première moitié de 2021. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un gros service de jeux vidéo que vous avez lancé. Et c'est pas parce que je suis fan de jeux vidéo, mais c'est un service de jeux vidéo important pour Google, une nouvelle direction. Et il n'est même pas inclus dans leurs nouveaux produits hyper intéressants pour afficher des trucs sur la télé. Je comprends pas bien. Il y a aussi le fait, par exemple, qu'ils aient abandonner leur grande application, leur grand écosystème de VR qui s'appelle Daydream VR. Alors, il était laissé un petit peu à l'abandon depuis un moment. Il était sorti en 2016, annoncé en 2016, donc ça fait 4 ans. Mais là, ils l'ont officiellement abandonné. Et même des technologies qui sont plus récentes, comme le fameux système Soli de détection de la main sur le Pixel de l'année dernière, eh ben, pas un mot, ils l'ont abandonné sur le Pixel de cette année. Non, mais si tu fais la liste des trucs que Google a abandonnés, on fait 4 heures d'émission, là. Je suis d'accord, ils ont l'habitude d'abandonner des choses et c'est peut-être quelque chose de sain pour une société de technologie d'essayer plein de choses et de les abandonner si ça marche pas. Mais là, on est sur des trucs qui sont pas juste du registre de l'abandon, c'est du registre de j'ai juste pas envie d'y aller, quoi. Pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'était quelque chose que j'avais déjà constaté avec le Pixel 4. En fait, Google, c'est bizarre de dire ça, mais quand ils font des presses des pixels et de leur hardware, c'est hyper modeste. C'est presque de la modestie forcée. C'est toujours dans des petits endroits. C'est vraiment pas des shows hyper intéressants à regarder. On a l'impression qu'ils font profil bas et comme tu dis très bien, on a presque l'impression qu'ils ont honte ou qu'ils n'avaient pas envie de sortir le produit, où il n'y a pas d'enthousiasme, tu vois, alors que tu mets à côté, je sais pas,
un Samsung où ils sont surexcités, et ça fait faux aussi, mais ça, c'est dans le et marketing. Moi, je parle alors, vraiment des produits, oui. quoi. Non, mais même les produits. Mais moi, je pense une chose sur Google, la spécificité de cette année, c'est qu'ils sont pleins dans le viseur pour l'antitrust et que Google ne veut pas paraître. Et quelque part, alors je suppute peut-être, mais le côté Stadia qui est pas bien interconnecté avec leur Google TV. Aujourd'hui, tout ce qui pourrait faire passer Google pour une entreprise pas si concentrée que ça sur tous les marchés, c'est bon à prendre. Voilà, ils veulent essayer de radoucir l'image du Google omnipotent qui est partout dans nos vies, de notre première lecture du mail le matin, à chercher une boulangerie à midi, jusqu'à jouer aux jeux vidéo le soir. Tu vois. Écoute, si ça c'est l'explication, moi ça me convient, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça, qu'il y a un manque de direction. Autant Sundar Pichai était très très fort, j'ai trouvé, sur les premières années de sa direction de la société, autant là j'ai l'impression que c'est plus qu'ils savent pas où ils vont. Cédric, pardon, je t'ai interrompu. Après je pense qu'il y a un problème de positionnement sur la gamme Pixel en fait, depuis le début. Ils sortent des téléphones. Rappelez-vous à l'époque des premiers hardware Nexus, et les Nexus ils en ont vendu quelques-uns quand même. Le positionnement était un positionnement un peu à la OnePlus, c'est-à-dire le flagship entre guillemets ou presque à bas prix. Quand la gamme Pixel est sortie, on a complètement changé de dimension et on s'est retrouvé avec des téléphones qui coûtaient le prix d'un haut de gamme chez les concurrents et qui techniquement n'étaient pas au sommet, sauf sur le logiciel, mais en tout cas sur le hardware, n'étaient pas au sommet. Et c'était une vraie problématique. Et cette année, le Pixel 5 quand même est, j'allais dire moins cher, mais oui, il est moins cher que la version 4. Et dans les faits, ça se traduit par un problème de positionnement, c'est-à-dire que on a eu la sensation quand même que ces dernières années, ils voulaient placer la gamme Pixel dans plutôt le haut de gamme, et ça peut s'entendre. Le problème, c'est qu'ils vont pas jusqu'au bout de la démarche. Et en sortant 6 mois plus tard une version A, qui est une version allégée de la version light en gros de leur téléphone, on se retrouve avec des gens qui achètent plutôt la version A, qui en plus a l'air parfois plus aboutie. C'est ça qui est incroyable. Même si les matériaux sont moins nobles, même si tout ce que tu veux, même si le processeur est moins sympa, mais en termes d'autonomie, ils sont meilleurs. Enfin, on a l'impression que c'est le produit fini qui sort en version allégée et qui finalement convient au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Xiaomi et tous les concurrents vendent des pelles, non pas de téléphones haut de gamme, mais de téléphones à 200 balles, les Poco et ce genre de trucs, quoi. Et le problème, c'est que Google, en fait, au tout départ, avec les Nexus, était positionné un peu sur ce marché-là, des téléphones à 350 €. Rappelez-vous, les Nexus 4. Oui, tout à fait. Ouais. C'était des téléphones abordables. C'était ça, en fait. Les Pixel, c'était un changement de gamme, en fait, pour eux. Ça a été un changement de gamme. Et là, aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à comprendre le positionnement. C'est-à-dire que même je trouve que le Pixel 4a est trop cher, en fait. À 499 $, il est trop cher. C'est un téléphone qui, normalement, devrait être aux alentours de au moins 100 $ de moins, 399 et encore. Peut-être même encore moins. Enfin, regardez le dernier Pocophone. Techniquement, il est mieux que ça, avec une meilleure batterie. Il y a un vrai problème de positionnement global. Et effectivement, ils vont en produire peu, mais parce qu'en fait, vu le positionnement tarifaire, ils vont en vendre peu. Et la différence logicielle, aujourd'hui, c'est plus audible par le commun des mortels. Dire, OK, le truc qui te met en attente, machin, les fonctionnalités exclusives de l'appareil photo et tout ça. Enfin, les concurrents ont sorti d'autres choses à côté et ça fait plus rêver, en fait. Et aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas honte de les présenter, mais je peux comprendre qu'ils fassent pas la fête pour les présenter parce que quand ils se comparent aux concurrents, ils sont plus chers et ils font pas mieux, en fait. Je me demande si c'était pas, en fait, c'est un reste de ce qu'ils faisaient à l'origine, c'est-à-dire donner une leçon aux autres constructeurs, un petit peu comme Microsoft le fait avec les Surface, Ou Intel faisait ça aussi à un moment, avec vrai. le hardware de référence, en fait. C'est ça, les Nexus. C'était un hardware de référence et les autres devaient s'aligner sur ça.
Et maintenant, ils en ont plus vraiment fini. besoin, surtout que vous vous souvenez, à l'époque où ils commençaient à les sortir, on avait des grommellements et des menaces du côté de Samsung notamment, mais pas que, avec des tendances à faire un OS complet qui pourrait éventuellement à terme se décoller de Android. Aujourd'hui, c'est plus du tout au programme. Samsung, ils sont complètement dans Android, ils travaillent très très bien avec Google, ils ont même moins d'applications à eux préinstallées sur les téléphones, donc j'ai l'impression que là, on n'a plus vraiment besoin du côté de Google de montrer comment ça se passe, mais ça va plus loin que ça. Là, tu as très bien résumé ce qui se passe pour les téléphones, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Oui, Dans ça va tous plus leurs loin que ça. produits, on a une sorte de... comme je disais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Ils font Google, moteur de recherche incroyable, qui marche super bien, qui fonctionne très bien. YouTube, moteur de recherche incroyable qui va super bien et qui fonctionne très bien. Tout l'écosystème de boulot dans lequel moi je vis, je suis Gmail, Google Apps, etc. Donc je suis pas du tout en train de dire que je suis pas un utilisateur de Google. Au contraire, moi je suis dans Google tout le temps. Mais tout le reste, j'ai l'impression qu'ils le font parce qu'il faut le faire. Mais Corben, on t'a Non, pas. je crois pas. Je voudrais juste le donner la problème, parole c'est à qu'en fait, Corben et je te la redonne Ouais. après, Cédric. Non, bah après, je suis un peu de votre avis. C'est vrai que c'est un peu mou. Je pense, enfin, je sais pas, ça donne en tout cas l'impression qu'ils ont fait le tour de leur truc, quoi. Et que, effectivement, c'était plus le Pixel, c'est plus un showroom pour montrer ce qu'ils savent faire avec Android. Là, on a fait un peu le tour. Il n'y a pas non plus d'innovation de dingue qui sortent sur Android, etc. Enfin, ça se calme un peu. Donc après, voilà, après là-dessus, je suis de votre avis. Après, il y a cette histoire-là de début de procès, antitrust, etc. Peut-être que du coup, ils mettent un peu la pédale douce sur certains trucs. Ou alors, c'est juste parce que c'est le dernier Pixel et après, ils savent que c'est terminé. Et du coup, ils forcent pas trop. Peut-être, ouais. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, en fait, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est les calendriers. C'est-à-dire que là, on parle de divisions qui sont quand même séparées chez Google, quoi qu'il arrive, en interne. Hein. Et en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème de calendrier. C'est-à-dire que l'annonce de ce Chromecast-là, enfin, je veux dire, ça fait des mois que ça a fuité, comme le Pixel 5, ces produits sont dans les cartons déjà, et voire peut-être même prêts à la commercialisation déjà depuis des mois. Et aujourd'hui, en fait, on est face à des problèmes, je pense, de calendrier chez eux, des enjeux commerciaux. Enfin, on le voit là avec la sortie des consoles next-gen, ça va être la baston à Noël. Stadia va disparaître. Et ils ont un vrai souci aujourd'hui de stratégie globale. On a l'impression qu'en fait, effectivement, chacune de ces entités a son calendrier et son objectif, et que malheureusement, ils ne sont pas compatibles entre eux. Et donc, quand on voit la sortie de ce Google TV, qui a l'air vachement bien en plus, hein, très honnêtement, ça a l'air d'être un super produit, mais le service n'est pas introduit, enfin, n'est pas intégré parce que sans doute que Stadia, ils bossent sur une autre version, tu vois, et que du coup, ça ne correspond pas au calendrier. Tu peux comprendre qu'il y ait ces espèces d'accros et que tu aies la sensation qu'ils n'aient pas envie. Moi, je ne crois pas qu'ils n'aient pas envie. Moi, je crois surtout qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner tout en même temps. Ouais. C'est-à-dire à accorder leur violon tous en même temps. Et là où, effectivement, on va comparer à Apple, mais là où Apple est fort, c'est que déjà, ils ont réglé le problème de périodicité en disant tel mois, c'est tel produit, voilà comment est-ce qu'on avance. Et je pense que la roadmap, elle doit être très très claire chez eux. Et donc, du coup, ils savent quand le prochain Apple TV sort, quand le prochain casque audio sort, quand le prochain HomePod sort. Et ils savent, et les choses sont synchronisées. Il y a eu un moment de mou aussi chez Apple, quand au tout début de l'Apple Watch, où on voyait des produits évoluer et d'autres pas évoluer. Il y a eu des problèmes de calendrier, y compris sur le Mac. Enfin, là, maintenant, tout fonctionne en même temps. Et du coup, on a cette sensation qu'eux ont envie, avec Big Sur, avec l'arrivée des processeurs ARM et tout ça, que tout est synchronisé. Parce qu'en fait, tout est vraiment synchronisé. Mais chez Google, c'est pas le cas. Chez Google, le vrai souci, c'est ce problème de calendrier-là. Et Microsoft a eu le même problème fin des années 2010, où les produits évoluaient pas ensemble, et ça a donné des échecs comme Windows Phone et tout un tas de choses. Et là, aujourd'hui, ils ont repris un petit peu la main dessus. La gamme Surface, tout ça, enfin, on commence à retrouver des couleurs chez Microsoft grâce à cette synchronisation globale, en fait. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision globale et une roadmap globale. C'est possible. On a l'impression qu'ils partent tous dans tous les sens, chacun dans leur coin. Et finalement, la partie Nest, le gros changement, le gros problème aussi, c'est le changement de nom des produits tous les ans. Du coup, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, c'est ultra complexe. Il n'y a aucune. J'ai l'impression que le problème, c'est pas qu'ils n'aient pas envie, mais c'est plus qu'il manque une vision globale
et le fait d'avancer synchronisé en fait. C'est vraiment oui, cette sensation-là. Google a toujours eu l'une des choses qui faisait que ça fonctionnait bien, c'est qu'il y a plein de petites équipes indépendantes qui font les trucs de leur côté, et ça a ses avantages et ses inconvénients. Au minimum, je crois qu'on est effectivement dans une période où ça a plutôt des inconvénients, même si les inconvénients pour une boîte comme Google, ça reste relatif, hein. Ça reste une boîte énorme avec énormément de choses qui font très très bien. C'est juste que tous ces business, mais les équipes logicielles avancent pas au même rythme. Donc, non, mais le hardware, c'est un vrai métier. C'est pas juste ça, Cédric. Il y a aussi le fait que le projet Soli a été abandonné sans lâcher. Ouais, mais ça, ils ont des stades d'utilisation et ils voient que ça marche pas. Donc, non, mais bien sûr, ça fait un surcoût dans le téléphone. Tu laisses. Non, mais je sais qu'il y a des explications à tout. Ils ont dit hier qu'ils l'abandonnaient pas complètement, mais bon. Oui, mais tu vois, il n'est pas dans le prochain téléphone. Ouais, mais honnêtement, ce projet-là, ça avait un intérêt pour la VR, comme le lidar sur l'iPad, peut-être le futur iPhone. Le sujet, c'est pas de défendre Soli en soi-même, c'est juste que dans l'ensemble, entre Soli, Daydream, Stadia qui est pas soutenu correctement, les téléphones dont on sait pas très bien où ils sont positionnés, tout ce qui est pas le cœur de métier de Google, j'ai l'impression qu'ils sont et alors que c'était pas le cas avant. Total en fait. Non mais Patrick, ça a toujours été le bricolage chez Google avec les Nexus et tout. Même le cœur de business. Moi j'ai souvent tous les jours affaire au back office de YouTube. Ça ne bouge plus. Ils sont lents à faire des changements. Là, ils viennent de changer les trucs de live. C'est 10 fois plus catastrophique qu'avant. Il y a une inertie. Là où je te rejoins, c'est alors soit le paquebot est devenu trop gros, ils n'arrivent plus à manœuvrer, mais il y a une inertie dans les changements, et puis il y a un gros problème de marketing. Ils ont pas une direction marketing qui dit non, ça on le sort l'année prochaine, parce que là, regarde le Google 4A 5G. Alors déjà le nom, bonjour. C'est quoi ce truc? Il est différent du 4A ou enfin rien n'est clair. Et le 4A, il est sorti il n'y a pas longtemps en plus. Tu vois. Oui, je veux dire, on parle de 2-3 mois. C'est complètement illisible. Bon. Mais c'est pas qu'ils aient pas envie, sinon ils l'auraient pas sorti. Mais c'est juste que c'est pas lisible, quoi. Au moins, vous n'êtes pas complètement pas d'accord avec moi, donc je pense qu'il y a un fond de vérité. Mais je pense que c'est pas un problème de motivation. Je pense que c'est plus un problème. D'organisation interne, quoi. Et c'est une tendance, enfin une analyse en tout cas qu'on commence à voir ici et là. Donc j'espère que l'année prochaine les choses seront inversées. Donc voilà. Accessoirement, on n'a pas énormément parlé des produits eux-mêmes, mais c'est pas très grave. Je pense que la chose intéressante dans cette présentation, c'était cette analyse-ci plutôt que de détailler les caractéristiques techniques de chaque produit. Je suis sûr que certains grands fans de Google seront un petit peu déçus de ça. Mais vraiment, je vais quand même le dire pour le principe. Le 4A 5G a un écran 6,2 pouces qui est plus grand que celui du 5, 6 Go de RAM, donc moins de RAM, 128 Go de storage et un processeur Qualcomm 765G qui est également, je crois que c'est le même qui équipe le 5, mais il est moins puissant que celui du 4 de l'année dernière. Bref, si vous êtes un petit peu non mais c'est à rien comprendre en fait. Voilà. Bon, on parle de 5G justement, et en France, la 5G commence à démarrer un petit peu plus sérieusement puisque les enchères ont eu lieu et on a les attributions de fréquences. Je vais pas détailler qui a quoi. En gros, Orange a un petit peu plus de fréquences que Bouygues et SFR qui eux-mêmes en ont un petit peu plus que Free. On va dire ça comme ça ramène pas mal d'argent à l'État, ce qui est forcément une bonne chose. Et puis, la chose qui est intéressante pour moi à détailler là-dedans, c'est que on a ces fréquences qui sont autour de la bande des 3,5 GHz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le même type de diffusion et de vitesse, même dans une certaine mesure, que la 4G. La 5G très très rapide, c'est ce qu'on appelle la 5G millimétrique, qui a des fréquences beaucoup beaucoup plus élevées, qui sont à, 25-35 GHz, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur les 3,5 GHz. Donc, des débits, des vitesses qui sont comparables à la 4G. La chose qui est vraiment différente et qui est intéressante, parce que les débits de la 4G sont quand même pas trop mauvais, c'est que la millimétrique et la classique ont un temps de latence qui est beaucoup plus faible. Et donc, même la 5G, qui n'est pas la plus rapide, bénéficie de cette amélioration de temps de latence. C'est-à-dire que la communication se fait plus vite, même si le débit de données n'est pas plus important.
Donc, vous allez pouvoir avoir un temps de réponse qui va être de l'ordre des quelques millisecondes, ce qui veut dire que ça va pas changer grand-chose pour charger votre page web ou rafraîchir Twitter. Mais si vous voulez avoir des applications du type jeux vidéo en ligne ou, imaginons les trucs dont on parle depuis longtemps, des choses comme les opérations à distance, le contrôle de robots à distance, ce genre de choses, et le temps de réactivité va être beaucoup plus rapide. Et puis, il ne faut pas oublier que la millimétrique, la 5G millimétrique dont on parle beaucoup, oui, elle est beaucoup plus rapide, mais c'est celle-là dont on se plaint également énormément. C'est celle qui perd de sa connexion dès qu'on a un arbre dans le chemin, dès on tourne un coin dans une rue, dès qu'on est à plus de 50 mètres, ou alors dès qu'il y a une météo qui est un petit peu mauvaise. Donc, la millimétrique... C'est celle qui active les nanopuces dans des vaccins contre le Covid ou pas? C'est ça. Oula, tu parles très fort, Cédric, encore. Pardon. Oui, c'est exactement celle-là. Donc celle qu'on a, okay. elle est tranquille. Elle n'a pas les nanopuces Covid. Ah ok, donc ça va. Ok, je suis rassuré du coup, c'est bon. Mais du coup, les enchères ont été établies. Il va y avoir les enchères pour d'autres choses un petit peu dans quelques semaines, quelques mois. Mais en gros, le déploiement va commencer en cette fin d'année et puis début d'année prochaine. La 5G en pratique, utilisable, c'est pas avant, on va dire, 1 an dans certains endroits. Mais du coup, est-ce que vous avez des espoirs ou des commentaires sur cette 5G ? Cédric, je sais que toi, tu es très intéressé par les télécoms. Ouais. J'avais testé déjà l'année dernière la 5G avec Bouygues. Justement, où on pilotait à distance une voiture télécommandée qui était à plusieurs kilomètres de là et en fait avec un casque VR en fait et le but c'était d'arriver à piloter une voiture en 4G et une voiture en 5G. On faisait la course et évidemment le temps de latence étant extrêmement faible sur la 5G, on avait le retour des images et de la commande instantanée, donc on pouvait la conduire normalement. Alors que la version 4G, tu avais tendance à taper tous les murs à gauche et à droite. C'est un peu comme quand je donnais à l'époque la manette à mon père qui jouait à un jeu vidéo, il y avait un temps de latence énorme entre la manette et l'écran. Tu vois, c'était un peu ça. Et du coup, oui, tu as bien résumé le truc, en fait. Le vrai gros intérêt de la 5G, finalement, ça reste la latence et rien de plus. En termes de débit, on ne gagnera pas grand-chose. Peut-être un peu au début parce que les antennes seront moins saturées en termes de gens présents. Mais surtout en fait... Encore que, on va tous se mettre à acheter des téléphones compatibles 5G cette année. Donc l'année prochaine, je pense, ils sont tous par défaut équipés 5G maintenant. Ou presque. Ouais, enfin, tous par défaut, on n'y est pas encore. D'accord. Pour moi, le renouvellement du parc ne va pas se faire aussi vite que ça. Ok. Pourquoi ? Parce que déjà, le besoin de 5G ne se fait pas spécialement ressentir au sein de la population, étant donné que les débits sont les mêmes. Non, le gros intérêt aussi, c'est que obtenant la réponse plus rapidement sur ton téléphone, tu lâches l'antenne et la connexion plus rapidement aussi. Donc, ça évite des saturations, des saturations longues sur des petites interrogations que fait ton téléphone auprès de l'antenne et ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace en termes de connexion de manière globale. Et comme tu le dis, le seul intérêt, c'est la latence, le ping. En gros, j'envoie une requête, j'ai la réponse, c'est instantané, versus aujourd'hui, j'envoie une requête, j'ai la réponse au bout de quelques secondes. Donc, dans les faits, pour les utilisateurs lambda de 4G, ça ne va pas changer leur vie. Là où ça va être vraiment cool, c'est quand, pour le business en tout cas, enfin pour les métiers, quand tu vas avoir un médecin sur le terrain qui va pouvoir voir à travers les yeux d'un autre grâce à des lunettes, ce genre de choses, l'utiliser dans des opérations, ce genre de trucs. On n'y est pas encore, mais ça devient possible. Non. Mais par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour la voiture autonome. Demain, tu peux imaginer que tu fasses un malaise et que le service de ta voiture soit quelqu'un qui prend le contrôle de ta voiture à distance pour te ramener à bon port et pas une intelligence artificielle, tu vois. Dans certains cas, par exemple, ce genre de choses. C'est le genre de choses qui devient possible. Cassim nous dit dans la chatroom sur Twitch qu'il est d'accord avec moi, donc forcément je lis son commentaire. Ce qu'il dit, c'est que la plupart des smartphones, même tous les smartphones au-dessus de 300 € en 2020 auront la 5G et ont la 5G. Par contre, là où je rejoins également Cédric, c'est que les gens vont pas forcément changer de téléphone parce qu'ils ressentent pas ce besoin surtout d'acheter. Économiquement en ce moment, je pense que les gens se tournent pas trop vers l'achat de smartphones, spécialement avec le Covid, mine de rien, certains ont perdu leur travail ou ont perdu un peu de pouvoir d'achat.
je suis pas certain pas que la le premier priorité, truc quoi. qu'ils vont faire, c'est acheter un smartphone 5G en fait. C'est surtout ça. Moi, je le vois, il y a un petit tassement quand même des ventes. Je comprends. Jérôme, Corben, ça vous inspire quelque chose la 5G ou on abandonne le sujet? Non, bah Moi, moi, je suis un Amish. Voilà, ça y est. moi, je suis pas un Amish, mais en tout cas, enfin, un peu. Bah, en fait, moi, je suis assez d'accord avec Cédric. C'est-à-dire que moi, en tout cas, de mon point de vue personnel, je vais pas foncer sur la 5G là tout de suite demain, quoi. Oui, pareil. Après, sur les forfaits 5G, enfin, j'ai aucun avantage à prendre de la 5G maintenant. Voilà, ça viendra quand je renouvellerai mon téléphone et que j'aurai de la 5G dedans et que le forfait évoluera. Mais sinon, bah, ça. Ouais, je dis ouais pareil. En même temps, je vais renouveler mon téléphone qui est un iPhone 10, un iPhone X, donc qui a 3 ans maintenant, donc je vais le renouveler cette année. Et du coup, il aura a priori la 5G avec le nouvel iPhone. Mais je crois que vraiment, on n'en aura Oui, pas. mais, Réponse le 13 octobre. Ouais. ce qu'on disait aussi, c'est est-ce que ton forfait, parce que peut-être que les forfaits vont pas tant augmenter que ça, voire pas augmenter, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils sont malins quand même, les Orange et tout ça. Ils vont te refaire signer. En fait, ils vont te changer quand même le nom de ton forfait pour te réengager en fait. Ouais. Ils vont profiter de la 5G pour ça. Donc, D'ailleurs, on a des tarifs qu'on a vu fuiter de chez Bouygues. Il y a des forfaits à 40, 50, 70. Il y a même un forfait illimité, ce qui est une nouveauté en France depuis, il n'y en a pas eu depuis genre 15 ans ou 20 ans, à presque 100 € chez Orange. Donc, ouais. sans engagement, mais tout de même. Non, mais c'est pour ça, tu vas peut-être acheter un téléphone 5G, après activer la 5G. Peut-être pas pour tout de suite. Ouais. Il n'y a pas l'engouement parce que comme disait Cédric, on va pas les performances entre la 4G et la 5G, en tout cas la première phase, vont pas être spectaculaires. Donc c'est pas comme quand la 4G est sortie où là on a vraiment vu une différence avec la 3G. Vrai, hein. ouais. Ah oui. Bon. Le gap est pas suffisant pour que les gens se jettent dessus tout de suite. Ouais. On attendra la 6G qui devrait arriver vers 2030. Donc, à ce moment-là, ça sera vraiment sympa. Bon, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous rappeler que le Patreon a été complètement revu. Donc, il y a des nouvelles récompenses, des récompenses différentes. Et puis surtout, vous pouvez désormais, c'est nouveau sur Patreon, payer en euros si vous le souhaitez. Et le site est disponible en français. Donc, cette grande arrivée de Patreon en France est désormais une réalité. Il est possible de payer en euros. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient de voir si Patreon allait arriver en euros parce que vous n'aimiez pas l'idée de payer en dollars. Et là, bah, c'est possible, tout simplement. Vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Et vous pouvez contribuer à l'émission si vous l'aimez. Et comme toujours, vous savez que le truc le plus important, c'est le plaisir de savoir que vous aidez l'émission à exister. Mais il y a aussi les petites récompenses sympathiques. Donc, si vous pensez que l'émission vous fait passer un bon moment et que vous l'aimez bien et qu'elle vous est utile, eh ben, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvtech en français et en euros. C'est pas magnifique ça? Et accessoirement, comme je vous disais, le Patreon a été revu. Il est hyper simple maintenant. Il y a 3 niveaux et vous voyez les récompenses très simplement. Et sur ces 3 niveaux, donc si vous n'étiez pas sûr, et il y a peut-être un truc secret quelque part. Je sais pas, mais il y a peut-être un truc. Est-ce que vous pourrez trouver le secret des récompenses, enfin des niveaux de soutien? Je sais pas, mais en tout cas... Là, tu devrais présenter des jeux télévisés, Patrick. N'est-ce pas? Le Regardez. suspense est insoutenable. Bon, écoutez, plutôt que de continuer sur ce suspense insoutenable, on va plutôt parler de la suite de la tech. Et la suite de la tech, c'est cette affaire Marvel Fitness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais en gros, c'est un YouTuber qui s'est rendu coupable de cyberharcèlement et qui a été jugé. Numérama a fait ce titre, la fin de l'impunité sur Internet. Alors, il reprend l'expression d'une avocate de la défense, mais la fin de l'impunité sur Internet. Marvel Fitness, le YouTuber, a été jugé ce 21 septembre et il a été condamné à, si je ne m'abuse, 1
1 an de prison ferme, 2 ans en tout, et 10 000 € d'amende pour cyberharcèlement de meute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cyberharcèlement de meute ? C'est tout ce à quoi on a été habitué. C'est du harcèlement par les réseaux sociaux, des encouragements surtout de sa communauté qui est nombreuse à aller harceler les personnes qui ne lui plaisent pas. C'est du clash sur Internet, sur YouTube, et avec donc cette idée d'aller harceler les gens avec qui, qu'il juge ne pas lui plaire. Après, là où c'est quand vraiment même qu'il a fait appel, donc l'affaire n'est pas finie. Hein. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais ce qui est important, en fait, à noter pour moi, c'est que la question du harcèlement sur Internet a toujours été compliquée à gérer parce qu'on se dit, mais les harcèlements, ça vient de partout, est-ce qu'on peut aller les juger ? Tout le monde harcèle. Et là, c'est la première fois, à ma connaissance, au moins qu'en France, une personne est vraiment jugée et condamnée pour une question de harcèlement. Et évidemment que toutes les personnes qui vont harceler, on ne va pas pouvoir les trouver, on ne va pas pouvoir les punir, mais je crois qu'il y a quelque chose de symbolique à se dire que les leaders d'opinion, en quelque sorte, doivent avoir une responsabilité accrue. Et bien sûr, il y a appel, la chose n'est pas finie, et d'ailleurs, les harcèlements ne se sont pas arrêtés après la condamnation. L'ironie de l'affaire, c'est que on pourrait même dire que les harcèlements se sont amplifiés parce que, justement, les fans de la personne se sont déchaînés suite à la condamnation. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de symbolique et d'important dans l'idée de se dire qu'une personne qui a une certaine communauté, qui a une certaine quantité de gens qui la suivent et qui l'écoutent et qui vont se laisser entraîner dans leurs actions, ils sont responsables de certaines choses. Ouais, ça c'est un... Vas-y, pardon. Bon, ok, ça c'est un type de harcèlement, tu vois. Là, on est sur... Voilà, souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des... Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, une youtubeuse ou un youtubeur et ils vont se faire harceler par plein de gens, tu vois, qui seront un peu des anonymes. Et là, c'est encore un autre type de harcèlement. Ou alors, justement, des gens connus, là, comme on a vu avec la Ligue du LOL et les journalistes, etc., qui harcelaient à la fois des gens connus et des gens moins connus, etc. Mais c'était aussi en groupe, en meute, justement. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement du harcèlement de meute, mais c'est dirigé, c'est un peu lui le chef. Enfin, en tout cas, c'est un peu le chef d'orchestre de ce harcèlement. Oui, c'est le chef d'orchestre, donc c'est pas... après, peut-être qu'il l'est pas, un chef d'orchestre, peut-être que ça lui échappe, mais en tout cas, il a rien fait pour tempérer sa communauté, d'après ce que je comprends. Donc, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'il est responsable des abus de sa communauté s'il n'a pas mis d'huile sur le feu, s'il n'a pas dit... le problème, c'est justement qu'il est... Voilà. D'accord, j'en sais rien, moi, je sais pas. Il y avait... Alors, moi, j'ai suivi effectivement pas mal l'affaire, parce que j'en parlais le matin. C'est une affaire très complexe, donc je ne mettrai pas trop les doigts dedans, même si c'est très clair qu'effectivement, il y avait de l'appel et même du... Enfin, il motivait ses troupes, entre guillemets, qu'il appelait le Wakanda d'ailleurs, tu vois, il y avait vraiment, il a orchestré une colère de meute. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le jugement, c'est qu'il y a un début de reconnaissance, même si il y a une responsabilité pénale de n'importe qui harcèle n'importe qui, même l'anonyme, même le petit soldat qui, dans son armée du Wakanda, va insulter une des victimes. Ce qu'il y a d'intéressant qui a commencé à être dit, et j'espère que ça va se poursuivre, c'est qu'elle aussi, elle a une responsabilité, qu'elle aussi, elle devrait faire de la tôle, ou en tout cas avoir une amende. C'est-à-dire, il y a, comme dit Patrick, ce qu'il y a de très bien, c'est que les influenceurs commence à y avoir des responsabilités de l'influence dans ce procès, mais aussi on commence à voir la responsabilité des suiveurs. Les petits soldats qui veulent jamais avoir de responsabilité, qui disent « Ah, mais moi j'ai fait ça parce que le chef il a dit de faire ça », ça peut pas marcher comme ça. Le harcèlement, justement, que tu sois le meneur de troupes ou le tirailleur, tu as une responsabilité. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Disons, ce qui est notable, c'est que lui, il est condamné. Les tirailleurs, justement, ils sont pas du tout. Non, mais la défense, en tout cas, le procès
c'est permis, enfin, en tout cas, il y a une ouverture dans le sens où ils ont dit: «On ne s'interdit pas de faire des procès sur toutes les personnes, Mmh. qu'on a recensées», parce que c'est quand même une affaire qui dure depuis 4-5 ans, hein. Ouais. Et il y a, je sais plus combien de pages de procès, de tweets que les gens envoyaient, des menaces de On a mort, 50 000 poussés au tweets. Ouais. suicide. Il y a même des mecs qui ont balancé des trucs sur une bagnole sur l'autoroute, sur une des influenceuses, Ah ouais, putain. provoquant quasiment un accident. Non, c'est une histoire lourde. Au début, moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai fait: «Ouais, ouais, c'est un petit drama». Et en fait, non, quand tu suis vraiment l'affaire, c'est sordide, hein, Mmh. c'est Ouais. berk. Écoutez, la chose n'est certainement pas finie puisque Juan Branco, qui était à la défense de Julian Assange, a déclaré il y a quelques jours de ça qu'il allait reprendre la défense de Marvel Fitness en disant nous n'allons pas seulement le libérer mais le rétablir dans son honneur, j'ai failli dire horreur, et faire jaillir la vérité. Je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des parties civiles qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Ouais, ok. Bon. C'est une histoire complexe. Ouais, Moi, ouais, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des raids chez Corben le matin parce que on sait jamais. prennent ça pour du On harcèlement, se quoi. prendre un procès. Harcèlement sexuel. Bon, il y a d'autres sujets complexes, comme par exemple, j'en parlais un petit peu il y a quelque temps et j'ai des articles relatifs à ces sujets dans la newsletter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez le meilleur de ma veille dans votre adresse email, dans votre boîte mail, mais il y a une vraie préoccupation sur les élections américaines chez les réseaux sociaux. C'est pas juste une question d'élection, mais les réseaux sociaux ont multiplié les déclarations et les annonces selon lesquelles ils allaient mettre en place des mesures de crise pour les jours et les semaines qui vont suivre les élections. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie crainte que le président américain Donald Trump et son équipe ne nient la validité des élections. On l'avait déjà évoqué, comme je le disais, mais donc il y a eu des annonces de Twitter, de Facebook, de YouTube qui annoncent qu'ils seront extrêmement sévères avec ce type d'informations et de fausses informations. Si l'équipe, il ne mentionne pas l'équipe de Donald Trump, mais clairement, il est leur cible. Si l'équipe de Donald Trump tente de nier la validité du résultat des élections, pour le cas où il perdrait, évidemment, hein, s'il gagne, on imagine bien qu'il va faire la fête, mais s'il nie la validité des élections, ils vont mettre en place des mesures drastiques, et c'est important parce qu'on a la crainte que ça crée une situation plus qu'instable, voire des personnes mal intentionnées. Ça peut dégénérer, ouais. Voilà, je prenais des gants, mais oui, ça peut dégénérer et devenir violent. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont tous prévenu, en fait. Et du coup, bon, un des éléments invraisemblables, c'est que on prenne cette crainte au sérieux. C'est pas juste quelque chose de tout simplement fantaisiste. Le plus invraisemblable, c'est qu'on parle des États-Unis, quoi. En fait. C'est ça. Mais l'aspect tech, c'est vraiment le fait que tous les réseaux sociaux sont en train de mettre en place des cellules de crise pour gérer la situation au moment où elle pourrait se faire jour. Donc voilà, je voulais le mentionner comme ça, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Plus intéressant que ça encore à discuter, c'est les annonces de Amazon qui a annoncé un service de cloud gaming qu'on a longuement détaillé dans le rendez-vous jeu, donc je ne vais pas vous le refaire, mais Amazon se lance dans le cloud gaming. Là où c'est encore plus intéressant pour la partie tech, c'est parmi les nombreuses annonces de nouveaux matériels, il y avait le Ring Always Home Cam, qui est une caméra attachée à un drone qui est dans votre maison, qui coûte $250 environ, qui va arriver l'année prochaine, donc c'est pas encore disponible, mais qui est un drone autonome qui vole dans votre maison quand vous n'êtes pas là et qu'il entend un bruit. Donc, ça veut dire que le drone se réveille quand il entend du bruit. Est-ce que c'est un malfaiteur qui est entré dans votre maison ? Évidemment, peut-être que c'est
moins important à Paris, mais dans la campagne ou aux États-Unis, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Oula, ça fait du bruit, pardon. Qui est intéressant pour les... Mais ce truc ne veut pas se lancer. Qui est intéressant pour les personnes qui ont des maisons individuelles, ça vous envoie une alerte, vous regardez sur votre téléphone, vous prenez le contrôle du drone et vous voyez ce qui se passe chez vous. Évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est que le drone aura besoin de mapper entièrement votre maison et aura une caméra. Alors, on a déjà des petits équipements qui ont une caméra chez vous avec un écran pour faire du chat et ce genre de choses. Mais là, il devra mapper votre maison pour pas se prendre des murs et puis il pourra se déplacer. Est-ce que, j'ai envie de demander à Jérôme, est-ce que c'est une énième invasion de la vie privée par Amazon ou est-ce que c'est un service indispensable qu'ils vont nous proposer enfin ? Alors, indispensable, je sais pas. Après, faut-il avoir peur d'Amazon à tout prix? Ils ont, enfin, après, c'est dans leur intérêt quand même de garder sur du matériel de sécurité. En tout cas, de garantir une certaine confidentialité. C'est-à-dire que on le sait, si ça éclate que leur drone de surveillance envoie les plans de ta maison sur un serveur et que c'est utilisé par le marketing d'Amazon, si cette histoire éclate, ça fera très, très mal. Est-ce que ça te surprend Moi, je pense pas que ça serait un truc secret. Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils vont envoyer effectivement les plans de ta maison, ou peut-être pas avoir les plans de ta maison, mais ils savent bien ce que tu as acheté. Ils peuvent se rendre compte que tu n'as plus de... Patrick, Attends, excuse-moi, juste... savoir la taille de ta maison, par exemple, le nombre de chambres, donc Oui, en savoir mais plus sur toi. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, mais la collecte de données, c'est une chose, pour le bon fonctionnement des appareils et tout ça. C'est plutôt l'exploitation de ces données qui peut être dangereuse. Et le stockage et la sécurité de ces données. C'est les 2 dangers. La collecte de données, n'importe quel appareil, comme un drone de surveillance, a besoin de collecter des données pour fonctionner. Non, Il mais ne moi, pourrait pas fonctionner sans le plan de ta maison. Tu C'est ça que je veux comprends dire. pas ce que je dis, Jérôme. Moi, je pense qu'ils ont déjà inclus dans leur contrat d'utilisation que certaines informations non spécifiques vont être envoyées à Amazon et utilisées dans leur écosystème. Ça va pas être un tel est dans sa chambre de telle heure à telle heure. Ça va être plutôt il y a tant de pièces dans la maison et donc on peut Ouais, moi déduire des choses sur toi, non ? Corben, t'y je crois peux, pas ? ouais, alors sur le truc, moi, en tant qu'amateur de technologie, je trouve ça cool, le petit drone dans la maison pour regarder ce qui se passe chez toi et tout. Je trouve ça marrant. Et à l'usage, est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, si t'as vraiment un voleur, le mec, il va mettre un coup de poing dans ton drone et il va finir de te cambrioler. Eh, Ça sert à rien. Dans la Après, vidéo d'Amazon, le voleur, il a peur quand il voit le drone. ouais, il a Donc, très peur, ouais, mais bon, voilà. Après, sur ce que tu dis, Patrick, je pense pas que ce soit sur les plans de la maison, tout ça. Par contre, là où ce serait pas con, c'est de reconnaître les objets qu'il y a chez toi et te dire, tiens, il y a ci, il y a ça, donc je peux peut-être pouvoir lui proposer ci ou ça. Ouais, il manque il du a une télé de PQ. telle taille, oui. Ouais, ou pas forcément, mais tu vois, il pourrait, je sais pas, passer devant ta bibliothèque et voir les bouquins que tu as et du coup te faire une suggestion d'autres bouquins en reconnaissant Ouais. les caractères sur les Je tranches de livres, je j'en sais pense rien. que ça nécessiterait quand même des autorisations très spécifiques, mais ouais, Après, on peut s'imaginer, mais bon. c'est sûr. Le truc, c'est que c'est toujours la même histoire avec ce genre d'outils, c'est que c'est c'est des images qui sont stockées sur des serveurs. Et après, ça peut être ouvert à tout, quoi, tu vois? Ça part aux Mm. États-Unis, on sait comment c'est chez toi, on sait ce qu'il y a chez toi, Ouais, mais ça veut on dire sait qu'en ta gros, il y tête, a un on voit facteur qui t'habite. d'acceptabilité. Du Bah, fait que ce soit toujours. Amazon, on est méfiant. Si c'était Ring, mais qui appartenait pas à Amazon, on se poserait peut-être moins la Ah question. bah évidemment, il y a dans la La boîte est chatroom en France. Meskid nous dit les robots aspirateurs mappent déjà la maison. Mais oui, bien sûr. Le Ouais, c'est problème vrai. c'est pas tellement la technologie, c'est pas tellement le fait que le mapping soit fait, c'est ce à quoi faisait référence Jérôme. C'est pas le fait que le mapping soit fait Non, qui est c'est le vrai gros l'exploitation. problème. C'est Voilà. l'exploitation et la sécurité des données. Mm. Sur la sécurité, je suis moins inquiet que Corben, mais sur l'exploitation, c'est le métier d'Amazon d'avoir des données sur nous et de nous vendre. Et Oui, peut-être que ça sera super. Peut-être que tu seras content qu'ils puissent savoir que tu as besoin de papier toilette et qu'ils t'en proposent. C'est possible. oui, mais enfin, ce que tu veux, c'est avoir le choix aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où Apple est assez rusé, parce que tous les produits Apple font de la collecte de données aussi.
Mais là où Apple a plutôt bien fait passer son message, et je suis pas là pour dire s'il est vrai ou pas, mais Apple te dit une grosse partie des données qu'on collecte pour le bon fonctionnement des appareils reste sur votre appareil. Et c'est là ce que pourrait faire Amazon, en tout cas pour des caméras de surveillance et tout ça, dire bien sûr qu'on a besoin de collecter les données de votre maison parce que sinon le drone il se prend les murs. Mais ces données, une partie est chiffrée, reste chez vous, ne va pas sur nos serveurs. Enfin voilà, donner des cautions sur où va, comment est sécurisées les données et la garantie, parce que moi personnellement, j'ai vraiment pas envie qu'un objet que j'ai mis pour la sécurité de ma maison soit exploité commercialement par Amazon. Donc je veux la garantie qu'ils ne le fassent pas. Pour au moins Ouais, leur mais faire un procès s'ils le font. ouais, Voilà. ouais, mais en vrai, vous regardez aujourd'hui les Amazon Echo, ce genre d'appareil. Les polémiques que l'on a, c'est sur le fait qu'un opérateur humain puisse entendre une conversation privée. Ouais. Le reste, en fait, le fait que vous demandiez, fassiez des requêtes dessus et que Amazon vous propose des produits, dans les faits, ça choque personne, en fait. Donc demain, ce drone-là, sa fonctionnalité première, ça va être la sécurité. Si les données sont utilisées pour faire de la publicité, je pense qu'à peu près tout le monde s'en fout. Par contre, si un opérateur humain est capable de voir les images, parce que par exemple, on demande à l'algorithme, on n'est pas certain de ce qu'a vu le drone, donc on demande à un humain de corriger l'algorithme ou de renforcer l'apprentissage machine, c'est là que ça pose un problème. C'est-à-dire que moi, dans les faits, que mes images aillent chez Amazon et qu'un algo passe dessus et dise OK, il a tel cadre, il est fan des Pink Floyd et je vais lui proposer des t-shirts, why not? Mais que par contre, demain, on ait une alerte et que pour améliorer le produit, un opérateur humain regarde les images et dit ah bah tiens là effectivement on a mal analysé ce truc-là, je vais le valider ou machin. C'est là que ça me pose un problème moi. Ouais. Dans les faits, qu'une machine fasse de l'analyse grosse maille de ce qui se passe chez moi, je m'en fous. À partir du moment où c'est un humain qui tombe sur les images ou les enregistrements audio, c'est là que ça pose un problème. Et c'est toute la polémique qu'il y a autour des enceintes connectées. Elle n'est pas tellement sur le fait que ces enceintes nous écoutent et qu'on nous propose des produits. C'est que ces enceintes nous écoutent et que Elles peuvent être potentiellement un détournées humain peut l'écouter. Voilà. Ouais, et puis après, il y la a tout le manière. profilage aussi, tout le profilage de qui tu es, en fait. Oui, c'est Donc, ça. on verra avec Ça Google. ajoute encore des données à Ouais, toute après, cette. dans les faits, ils n'ont même pas besoin de ça, en fait. Ah, tu sais, non, ils ont déjà énormément, mais là, ça fait encore Ouais. plus. Bon, on verra. De toute façon, il n'est pas disponible tout de suite. Un petit mot quand même pour signaler qu'ils ont également annoncé Amazon One, un système de reconnaissance de paume de la main qui est donc un système biométrique qu'ils vont implémenter dans leur boutique pour pouvoir rentrer dans la boutique et commencer à s'identifier sans avoir besoin d'un autre outil. On passe la main au-dessus, on touche pas l'appareil, on passe la main au-dessus de l'appareil. Et j'ai oublié de dire que pour le drone, il fait beaucoup de bruit, donc on l'entend. Il peut pas se déplacer silencieusement. Je me demande si c'est pas un argument marketing parce qu'ils n'ont pas réussi à le rendre plus silencieux. Mais bon, bref. Ils ont transformé un inconvénient en avantage. Et donc, ce système de paiement, d'identification, vous passez votre main au-dessus d'un lecteur, vous touchez pas, donc Covid safe, et vous êtes reconnu. Ça veut dire qu'Amazon aura également nos empreintes de main, de paume de main. Ils vont les vendre à d'autres clients également, donc d'autres boutiques. Et une fois que vous êtes identifié, ils peuvent vous facturer. Vous prédire l'avenir grâce aux lignes de la main, tout ça. Vous allez recevoir des pubs pour des services. Et là, par contre, ils ont effectivement une bonne quantité de données qui est renvoyée sur leur serveur, même si vous utilisez ce service chez un marchand tiers pour le fonctionnement du truc et peut-être d'autres choses. Mais bon, bref, c'est encore un moyen d'avoir plus de données. Passer vite fait quand même sur la Z1. Ouais, dis-moi. Le processeur qui fait avec Mediatek là, pour la reconnaissance vocale, qui est intégré dans les enceintes Echo. Justement, c'est pour pallier à ce problème de confidentialité. Tu sais, aujourd'hui, c'est envoyé sur un serveur et la reconnaissance se fait sur le serveur. En gros, elle est obligée de se faire online. Là, l'idée de ce processeur-là, en fait, c'est de pouvoir faire une reconnaissance en local. Ça permettrait déjà d'équiper des foyers qui ne sont pas équipés en connexion de très haute qualité, d'avoir des réponses immédiates, et aussi d'éviter d'avoir cette intervention aussi d'opérateurs humains à distance et ce genre de choses en fait. Donc pour eux, ça va réduire aussi même les coûts serveurs parce qu'Alexa et tous ces assistants-là, en fait, ça représente mine de rien un coût et même une empreinte écologique énorme. Donc on déplace
la partie finalement reconnaissance et calcul chez l'utilisateur. Et ça, c'est aussi un gros changement pour le service en tout cas. Quelques infos en plus. Instagram et Facebook et Messenger s'intègrent de plus en plus et tout le monde est d'accord pour dire que ça permettra à Facebook de ne pas pouvoir se conformer à une demande de séparation des différentes entités si elle arrive un jour. Donc voilà, ça je le mentionnais comme ça en passant. Spotify Match Group qui fait différentes apps de matching entre, comment ça s'appelle, de dating. Et d'autres comme Epic Games ont créé la coalition pour la justice ou la fairness dans les apps pour mettre de la pression sur Apple, pour faire des changements sur leur App Store. On en a déjà parlé par le passé, mais là où c'est intéressant, c'est à mettre en parallèle avec une nouvelle annonce de Google qui va implémenter ou plutôt faire appliquer beaucoup plus strictement ces 30% de commission sur les achats à l'intérieur des apps. On sait qu'ils avaient normalement cette règle dans leur Play Store, mais qu'elle n'était pas appliquée de manière égale à tout le monde. Il y avait certaines grosses sociétés comme Netflix ou Spotify qui passaient outre. Et bien maintenant, Google a dit « ça suffit, c'est fini la récré, maintenant vous devez utiliser notre système ». En fait, c'est un petit peu comme chez Apple, sauf que en même temps, ils ont annoncé qu'ils allaient rendre plus facile l'installation des applications, des stores d'applications tiers. Donc il y aura peut-être un système de validation, peut-être qu'il faudra avoir eu une app qui s'est très bien vendue sur l'App Store et qu'on soit un développeur reconnu et qu'on fasse valider son store chez Google. Ça, c'est moi qui l'imagine, hein. Mais en tout cas, il sera possible de très facilement installer des stores tiers. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il faut désactiver certaines protections sur le téléphone pour le faire, donc ça peut faire un petit peu peur. C'est peut-être une solution qui sera acceptable pour tout le monde, hein, c'est possible dans le monde d'Android. Là, pour le coup, antitrust, c'est vraiment ça en fait. Là, je rejoins Jérôme sur son analyse de départ sur Google. Là, pour le coup, cette histoire d'installer les stores supplémentaires, on est clairement pour éviter un démantèlement total, quoi. En tout cas, sur Android, une séparation sur Android, exactement. plus importante. Et justement, l'Union européenne est en train de discuter de manière de gérer ces problèmes d'application et de monopole sur les stores d'applications. Une des propositions d'un brouillon de la loi sur le sujet, donc c'est vraiment un brouillon, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, ça peut poser plein de soucis après la décision, mais l'une des décisions serait d'interdire les applications préinstallées. C'est-à-dire que sur les téléphones que vous achetez, il n'y aurait que les fonctions de base, alors à déterminer lesquelles, mais tout ce qui est par exemple application de musique, application de lecture de vidéos, application de jeux ou de mail ou ce genre de choses, il faudrait voir jusqu'où ça va, et bien ça ne serait pas installé, et quand vous voulez l'installer, on aurait le choix d'en installer différentes, celles du constructeur, mais peut-être d'autres, et on vise évidemment Apple et Google dans cette idée. Ça pose tellement de problèmes ensuite, c'est l'histoire du carrousel de Internet Explorer sur Windows à l'époque, qui n'avait pas fait énormément d'effets pour d'autres raisons. Le navigateur avait été surpassé par d'autres navigateurs quand la décision avait été prise, mais l'idée me paraît à la fois intéressante et à la fois poser des problèmes, mais peut-être que ces problèmes, il faut vivre avec pour contrer les problèmes que pose le monopole des constructeurs et des développeurs sur leur écosystème d'app. Je ne sais pas, Scorben, peut-être, toi qui est plutôt partisan du libre, est-ce que c'est un truc qui te parle, cette idée d'avoir des options différentes pour les apps par défaut et qu'on n'en ait pas sur le téléphone à la base ? Ouais, moi je trouve que ça peut être pas mal. C'est un peu comme ce qu'avait subi Microsoft quand t'installais Windows Internet et te Explorer. demandait quel navigateur tu voulais mettre. Moi, ça me semble pas déconnant. Après, effectivement, le problème, c'est que tu vas te retrouver peut-être avec des stores qui ont un niveau de qualité merdique et potentiellement des malwares ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que Apple et Google font quand même plutôt bien le travail pour limiter au maximum ce genre de problème. Il y a un certain standing, etc. Après, faut voir quoi, les stores alternatifs, je pense que c'est bien que C'est deux problèmes, c'est deux questions différentes. Les stores alternatifs et l'installation par défaut, c'est deux questions vraiment différentes. Je le précise pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris. Oui.
Ouais, ouais. Les, Oui, mais bon, après, oui, ça se rejoint quand même un petit peu. sur le truc, au fond. Oui, c'est pour pallier au même souci en fait, mais c'est vrai que l'Union européenne qui imposerait ça, juste pour le mentionner, les soucis que ça peut poser, c'est que quand vous n'êtes pas très technophile, vous avez un téléphone qui est installé, que vous achetez et qui n'a pas les fonctions de base du téléphone, donc il faut aller installer les différentes applications. Ah mais attends, quel mail tu veux? Mais moi j'y comprends rien. Il y en a plein de différents. Quel navigateur tu veux? Quel service de musique? Bon, ça, il y a peut-être un petit peu plus de clarté, mais c'est vrai que ça peut amener un petit peu de confusion. Mais comme je le disais, peut-être que c'est nécessaire, cette confusion, pour pallier au problème de l'absence de concurrence sur ces appareils. Alors, je vous parlais il y a quelques semaines de deux choses au niveau de Twitter. Un tweet qui était devenu hyper viral, peut-être que c'était dans la newsletter d'ailleurs que je vous en avais parlé, mais un tweet qui était hyper viral avec une image qui était très très longue, qui était tweetée. Et il y avait en haut de l'image une photo de Barack Obama et en bas de l'image, je vais simplifier, en haut de l'image une photo d'une personne noire et en bas de l'image une personne blanche. Et donc l'algorithme de Twitter devait choisir quelle partie de l'image elle affichait. Et évidemment, c'était toujours la personne blanche qui était choisie. Ça a fait énormément de bruit. Twitter a déclaré qu'ils avaient constaté le problème. Alors évidemment, c'est pas que Twitter a installé volontairement un algorithme raciste. Le problème, c'est que les images sont conçues pour repérer les contrastes plus importants. Il se trouve que dans cette image, le contraste plus important était sur la personne blanche, et c'est souvent le cas sur les personnes blanches. Et du coup, ça, on va dire, remontre encore une fois l'importance d'avoir des équipes de développement qui sont un petit peu diverses pour attraper ce genre de problème, même s'ils ne sont pas intentionnels. Un autre sujet dont je vous parle régulièrement, c'est la théorie de la conspiration de QAnon, qui est complètement fantaisiste. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, je m'y intéresse énormément aussi, et c'est incroyable. Ah oui. Il y a Pizzagate, tout ça, enfin. Et exactement. C'est des conspirations absolument invraisemblables et complètement ridicules, souvent d'extrême droite, même toujours d'extrême droite. Et on y voit de plus en plus d'activités sur Twitter, malgré les efforts de Twitter, sur LinkedIn. Ils se sont réfugiés sur LinkedIn également, même si tous les réseaux sociaux continuent à essayer de combattre cette théorie de la conspiration. On n'a pas forcément besoin de faire 1 heure dessus, mais c'est le genre de tendance dont je vous parle depuis quelque temps. Et je pense, comme beaucoup de choses qu'on traite dans le Rendez-vous Tech, vous allez en entendre parler dans quelques semaines ou quelques mois au JT de 20h, je crois. Donc, et ça ne s'arrête pas. Et c'est le genre de choses qui va continuer, à mon avis, pendant un bon moment. Cédric, peut-être en quelques mots, tu t'y intéresses, tu peux nous en dire 2 mots sur les choses qui sont... Non, mais c'est la lutte contre le deep state, c'est tout ça. Enfin, c'est juste incroyable. En fait, l'idée, c'est des supporters de Trump à la base. Ça nous vient de 4chan, et l'idée derrière tout ça, c'est qu'en gros, ces gens-là, alors c'est en train vraiment de s'importer en Europe, parce que ça vient vraiment des États-Unis, cette mouvance-là. Et pendant un moment, d'ailleurs, il parlait beaucoup de Boris Johnson, qui était notre Trump européen, finalement, pendant la crise du Covid et tout ça. Et justement, ils expliquaient que ils essayaient de lutter contre l'État profond. Ça serait un État dominé par des gens qui en gros, veulent endormir la population, nous abreuver de fausses informations, que le Covid, c'est pas une maladie, enfin, ce genre de choses, bref. Enfin, ils mélangent absolument tout. C'est toutes les pires conspirations de l'histoire qui se réunissent ensemble. C'est du niveau de les puces 5G injectées par les virus, si vous voulez. Sauf que cette idée est une des nombreuses conspirations de la galaxie QAnon. Oui, c'est ça. Et les autres sont tout aussi... affabuleuses, enfin, sont tout aussi... C'est ça, quand ils avaient commencé avec le Pizzagate, c'était l'histoire d'un réseau pédophile dans une pizzeria... à New York, ouais. À New York, ouais, ou dans le New Jersey, je ne sais plus. Mais, ou dans le New Jersey, ouais, je ne sais plus, mais où, en gros, y compris Hillary Clinton, participer à de la traite d'enfants et ce genre de choses, en fait. C'est complètement idiot. Là où... Mais en vrai, il y avait ça part d'un fait divers qui est transformé, modifié
c'est un peu comme chez nous, toutes les théories du complot, à chaque fois qu'un islamiste radical se fait parler de lui, où on dit comme par hasard, il avait sa pièce d'identité sur lui, comme par hasard, vous savez, toutes ces théories-là à la con. Et bien en fait, c'est vraiment le cumul de toutes ces choses-là pour en faire une théorie du complot global et qui, par des fois des raisonnements complètement absurdes, arrive à faire croire aux gens ce genre d'informations. Là, Et là où il mélange c'est, absolument tout, en fait. C'est juste incroyable. là où c'est dangereux et le phénomène se nourrit de lui-même, c'est justement avec les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, qu'à partir du moment où tu vas commencer à lire sur une théorie, un complot un peu croustillant, va te nourrir d'autres. Et en fait, c'est un écosystème qui grossit et qui se nourrit parce que dès que quelqu'un est confronté à des théories du complot, on va le nourrir, on va l'abreuver, le mettre dans des bulles de vérité, des bulles de vérité fausse, basées sur les complots, qui donnent une espèce de shift de la vérité avec des gens. Et c'est clair que quand tu prends un peu de recul, ils croient des trucs incroyables, ces mecs. Hein. Oui, mais ce qui est fou, c'est que en Europe, en tout cas, par exemple, le chanteur Robbie Williams alors je ne sais pas s'il le pensait vraiment, mais a malheureusement tweeté des choses en rapport avec ça. Et il commence à se faire un nom dans le milieu sportif et ce genre de choses. Juste parce qu'ils arrivent à faire circuler des théories ou des morceaux de ces théories-là. Tu sais, c'est un peu, je vais exagérer, mais c'est un peu Jean-Marie Bigard et les Gilets jaunes, quoi. C'est des gens qui ont envie de s'engager à un moment donné, puis qui tombent sur un message où ils se disent tiens, peut-être qu'effectivement il y a un élément de vérité et qui tweetent ce genre de choses. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le grand truc. Oui, c'est exactement ça. Et donc du coup, on se retrouve avec, vous voyez, Robbie Williams, il fait partie de notre armée QAnon, machin, nana, en reprenant. C'est juste incroyable. Et ils font feu de tout bois, en fait. On en reparlera peut-être. On s'est un petit peu éloigné de la tech, mais comme ça nous arrive parfois, c'est des phénomènes ça utilise énormément les réseaux sociaux. C'est ça. C'est des choses qui auraient les dérives complètes de ce genre de choses. C'est des choses qui auraient beaucoup de mal à exister sans ces algorithmes dont parlait Jérôme. Ouais, et ils voient des symboles dans les messages de Trump qui parlent si tu supprimes un contenu, ça leur donne raison, parce que de toute façon, comme tu le supprimes, tu veux cacher la vérité. C'est ça, à chaque fois qu'il y a la lettre Q, ou à chaque fois qu'il y a le chiffre, je ne sais plus quel chiffre, qui est prononcé dans un discours de Trump, ils envoient ils disent que c'est un clin d'œil à ce mouvement-là. Et alors, je veux rien dire, mais il y a quand même un palier secret dans le Patreon de Patrick. Je ne veux pas relancer la polémique, mais... Vous voyez la lettre Q. Écoutez, voilà. Posez-vous des questions avec le palier Q. Palier Q du Patreon. On va terminer avec un sujet un petit peu plus léger. Les nouveaux emojis qui arrivent notamment dans iOS 14.2 dans quelques temps, mais qui sont donc les nouveaux emojis du consortium d'établissement des emojis. Je voulais vous demander en fait quel était votre emoji préféré dans tous ces emojis. Vous pouvez les voir sur Twitch notamment ou dans les liens de l'émission. Mais quel était votre emoji préféré de toute cette petite collection? Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer, si vous les avez sous les yeux. Sinon, moi j'aime bien le ninja. Mais... Ah oui, forcément le ninja, c'est alors, vrai. Ouais, moi j'ai un problème. Il y a le ninja, mais il n'y a pas le pirate. Donc je ne peux pas... ça il y a manque. déjà la tête de mort du pirate sur les anciens. Ouais, mais... La tête de mort du pirate, c'est pas tout à fait, ouais. C'est vrai. Bon, ninja pour Corben. Jérôme, toi, tu as une préférence, même si on n'a pas le pirate, donc ça sera pas le ninja. Écoute, là, je suis en train de les regarder. J'avoue, je parle souvent de castor, donc ça me manquait. Le castor, très important. Il y a un petit bébé phoque qui est très mignon, ça c'est pas mal. Mais il manque là-bas. Pardon, je non, mais le mieux, c'est l'emoji cœur. T'imagines, t'envoies à ta femme un vrai cœur au lieu d'un cœur. Oui, parce que pour ça, merveilleux. Pas mal. Ceux qui savent pas, c'est un cœur anatomique, quoi. C'est-à-dire, on voit les veines et les. T'envoies un cœur quand tu likes un truc, t'envoies un cœur anatomique. Les gens, ça va être... Moi, je vais faire que ça, je vous le dis. Bon, moi, mon préféré, c'est la main qui fait, tu sais, mais attends une seconde, mais maquet, tu sais, le truc un petit peu italien, les doigts tous réunis comme ça, parce qu'en plus, moi, je suis d'origine moyenne-orientale. Tu mets une règle en face.
Tu mets une règle en face Ouais, et tu te par fais contre, taper sur il les a doigts. tapé sur les doigts, je suis d'accord. oui, ouais. c'est pas la même signification. Tu vois, il est versatile cet emoji. Il est très très bien. Ah. Mais chez moi, Et je parle puis- beaucoup avec les mains, hein, donc ça me parle forcément. Saluons quand même aussi nos amis suisses, parce que la fondue fait sa grande rentrée dans les emojis. Et je pense que c'était important. On attend la raclette, par contre. C'est vrai. Moi, j'avoue que je suis plus raclette que fondue, mais oui, je dis pas non à une petite fondue. Il y a aussi le smiley avec des fausses lunettes et un faux nez. Je pense que ça peut être très utile. Le poivron, tout ça, il y en a pas mal. C'est pas mal. Ouais. Donc voilà, ils arriveront bientôt sur tous vos appareils. Et je crois que c'est sur ces bons mots qu'on va terminer notre épisode. C'était un super moment passé en votre compagnie, les Fabulous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet ? Peut-être qu'on peut commencer avec Cédric, anciennement Bonnet. Dis-moi tout. Alors, pile au moment où tu parles, j'ai un mec qui fait de la perceuse à côté, mais... On n'entend pas, c'est pas grave. Ok, parfait, parce que je suis au boulot. Donc, vous me retrouvez sur studiorenegade.fr, sur Twitter, @Cédric Bonnet, et bientôt sur une nouvelle chaîne Twitch, à la fin du mois. Ah, mais tu vas faire quoi sur ta nouvelle chaîne Twitch ? Ah, c'est pas la mienne, c'est celle du boulot. C'est sur I Love Programming, elle s'appelle, de Epitech, où je vais animer une matinale tous les matins. Voilà. Super, I Love Programming. Très, très bien. Corben, t'es aussi sur Twitch régulièrement, dis-moi. Ouais, Corben FR sur Twitch, donc pareil, hein, moi je stream à peu près tout le temps, ça dépend. Voilà, vous vous souvenez de Love Story ? Voilà, c'est pareil. En fait, je bosse Corben en live, Story. J'écris mes articles en live, je fais mes vidéos en live, je fais tout en live, et puis quand j'ai la flemme, je fais pas, mais voilà. Moi, j'attends le drone qui va te suivre dans la maison. Ah ouais. mais pas mal, tu sais ça. que je vais bientôt avoir un grand jardin, donc je vais peut-être streamer du jardin, donc à voir. Très bien, très bien. Et Jérôme, où te retrouve-t-on ? Eh ben moi sur la chaîne YouTube Nowtech et aussi sur Twitch tous les matins à 8h pour le mug. Et notre chaîne Twitch c'est Nowtech QG. Super, Nowtech QG, magnifique. Pour ma part, alors avant que je dise où vous pouvez me retrouver... Il y a un Q dedans, je dis ça, je Ouais. dis Oui, non mais t'as tout compris, voilà. J'étais en train de penser la même chose. Il y a un Q et il y a un G. Et donc, maintenant qu'on a fait le point, je vais parler de l'after show. C'est quoi l'after show ? Si vous avez accès au Discord étendu, si vous êtes patriote qui a accès... non ? C'est encore plus chaud. Non. Si vous avez accès au Discord étendu, on va, après l'émission, faire un after show qui sera disponible pour tous les patriotes, où on va discuter, c'est un petit peu plus détente. On va discuter tous ensemble, enfin, ceux qui souhaitent nous rejoindre. Donc, on va continuer à le streamer. Donc, vous pouvez rester si vous êtes sur le Twitch. Et si vous êtes patriote, vous l'aurez dans votre flux privé. C'est l'after show après l'émission. Mais en plus de ça, je voudrais vous rappeler, bien sûr, que vous pouvez devenir patriote sur patreon.com/rdvtech, qu'il a été revu de fond en comble, qu'il est maintenant plus simple et plus sympathique et que vous pouvez également payer en euros si vous le souhaitez. Il y a d'ailleurs une procédure pour payer en euros si vous êtes déjà abonné au Patreon. Vous pouvez le faire directement. En fait, ça ne se fait pas automatiquement, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc, la procédure est détaillée sur Patreon. Je vous mettrai le lien vers l'article et la vidéo où je détaille ça dans les notes de l'émission. Et si vous voulez me suivre, moi, c'est NotePatrick, j'ai oublié mon nom, NotePatrick sur les réseaux sociaux ou notepatrick.com pour avoir tous les liens. La newsletter, Twitch, YouTube, tout ça. Et le Discord, c'est sur notepatrick.com. D'ailleurs, le Discord, il y a une partie publique qui est accessible à tout le monde pour discuter des derniers épisodes et on s'y amuse beaucoup. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode merveilleux. Ciao à tous. Qu'est-ce qu'un métier important ? Un métier essentiel ? Avant, ça paraissait facile de répondre à ce genre de questions. Mais ces derniers mois, on a vu des métiers prendre une importance que l'on ne soupçonnait pas. Des métiers essentiels à la vie et au bien-être de chacun. Indispensables à l'ensemble de la collectivité. Des métiers qu'il faut savoir protéger, comme tout ce qui est précieux. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après ? Découvrez toutes les solutions Randstad sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin.